Eh oui, je sais, cela va en étonner certains. Mais je le dis haut et fort, je suis pro-russe. Et j'ai décidé de m'exprimer là-dessus, parce que ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas parlé de la Russie, que je cherche un petit peu des articles quoi pour en parler, mais il se passe tellement de choses en tellement peu de temps que c'est très difficile finalement de trouver des articles, on va dire, résumant ce qu'il se passe sur le terrain. Et puis surtout, on ne sait toujours pas vraiment où ça va. On n'a pas toujours le fin mot de l'histoire. Et au final, c'est très difficile pour le moment de faire des analyses sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est ce qui explique un petit peu le fait que j'en parle beaucoup sur Twitter, mais pas tellement sur la chaîne YouTube parce que ben voilà, j'aimerais pouvoir faire des analyses un petit peu plus poussées, intelligentes. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir, on va dire, un semblant de direction vers où mène le conflit et surtout vers où est-ce qu'on va aller dans le futur. Bref, ceci étant dit, on va quand même parler parce que aujourd'hui, sur Twitter, euh, j'avais publié, d'ailleurs si vous suivez mon compte Twitter, vous voyez souvent des posts sur la Russie, et d'ailleurs même de manière générale sur ce qui se passe dans le monde, mais en ce moment beaucoup sur le conflit russo-ukrainien. Et j'avais publié notamment ce tweet qui citait le tweet de Little Think Tank, un compte Twitter dont j'ai déjà parlé et qui traite des différentes crises dans le monde, qui disait « Il n'est toujours pas évident de savoir quelles sont les délimitations des territoires annexés. Peskov s'est exprimé ce matin à ce sujet. Nous continuerons à consulter la population des régions à ce sujet. Tout dépendra de leur volonté. » Peskov, si je me souviens bien, on va rechercher vite fait. Dimitri Peskov, c'est un diplomate russe. Voilà. D'accord. Et, et le secrétaire comment dire, de la communication en Russie, donc vous le voyez ici, hein, c'est lui. Hein. Et donc voilà, il a dit ça, et là-dessus, moi, j'ai un petit peu rigolé en disant le malaise d'annexer des territoires que tu perds le jour suivant. Et ça, évidemment, ça mérite un petit peu de contexte. Si vous n'avez pas vraiment suivi le conflit russo-ukrainien, je vais vous faire un mini résumé. Mais en très gros, ces derniers temps, la Russie est en train de perdre énormément de terrain en Ukraine, notamment parce qu'il y a un manque de matériel, pour plusieurs raisons. Hein. Le fait que, notamment, il y a beaucoup de corruption en Russie, et donc, notamment, l'argent qui a été investi pendant les 20 dernières années dans l'armée, il y en a beaucoup qui a été, en fait, dilapidé pour corrompre l'un ou l'autre membre, ou alors simplement pour détourner des fonds. Et donc, moi, j'avais... voilà, la Russie investissait plusieurs milliards de dollars dans l'armement et dans, on va dire, son industrie militaire. Mais dans ces plusieurs milliards, il y en avait beaucoup qui, finalement, ne terminaient pas dans les mains de l'armée, en fait. Hein. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Mais il n'y a pas que ça qui explique pour le moment ces défaites militaires, de ce que j'observe, de ce que je lis. C'est aussi dû au manque de motivation forcément des troupes russes qui ne voient pas vraiment l'intérêt en fait d'aller envahir l'Ukraine. Il faut dire que quand une guerre c'est menée par des êtres humains avant tout, et si ces êtres humains n'ont pas d'objectif clair de pourquoi est-ce qu'ils font la guerre, en général, bizarrement, ils sont pas vraiment ultra motivés, hein, voilà. Surtout qu'en plus l'Ukraine et la Russie partagent souvent des membres de la même famille, hein, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des habitants ukrainiens qui ont des membres de famille lointains, genre des cousins, ou même parfois des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui sont en Russie, et inversement. Et donc, c'est pas vraiment le top, hein, c'est un peu, c'est un peu comme si les Français envahissaient la Belgique, et qui se retrouvaient en Wallonie avec leurs potes, leurs potes francophones, et qu'ils étaient en mode mais qu'est-ce qu'on fout là en fait, hein, on comprend pas trop pourquoi on est là. Donc ça c'est ce qui explique aussi en partie donc ce manque de motivation. Évidemment, le manque de motivation aussi est expliqué par le fait que les Ukrainiens ne veulent pas être envahis, a priori. Et donc, alors qu'on leur a présenté à l'armée russe qu'ils allaient être accueillis sous un tonnerre d'applaudissements et qu'ils allaient être les libérateurs de l'Ukraine, ils se rendent compte en allant sur le terrain que finalement, c'est pas vraiment ça, ils sont plutôt accueillis par des gens qui veulent pas d'eux, donc du coup forcément ça mine, hein, ça mine, et évidemment la chaîne de commandement aussi hein, en Russie qui est très désordonnée au début de la guerre, et qui je pense, mais ça je suis pas sûr, mais qui semble être toujours aussi désordonnée, donc
ça explique en très grande partie pourquoi ils ne réussissent pas en fait à atteindre leurs objectifs. Il y a aussi une autre partie d'explication qui est que, stratégiquement parlant, Poutine avait parié sur le fait qu'ils allaient terminer la guerre en à peu près une semaine, et que là, ça fait 6 mois, et que donc, en fait, alors que quand on planifie une guerre qui dure, en fait, normalement, quand on avance, on consolide petit à petit ses positions, hein, évidemment, pour éviter comme ça, si vous devez à un moment donné reculer, vous avez des positions vers lesquelles vous pouvez vous reculer. Comme par exemple, ont fait les Ukrainiens au début de la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont laissé du terrain aux Russes pour se mettre à des positions qu'ils avaient fortifiées, une espèce de arrière-garde, si vous préférez, dans laquelle ils sont mieux protégés. Ce que les Russes, en fait, n'ont pas fait, puisque du coup, ils espéraient en fait gagner en une semaine, et donc tout à coup, bah voilà, ils n'allaient pas avoir besoin finalement de se replier ou d'avancer étape par étape. Ils espéraient tout envahir en une fois, et ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc maintenant, en fait, c'est ça le problème, c'est que le front russe est composé juste du front, et derrière, ben il y a rien en fait. Il y a rien pour backup. S'il y a un trou dans le front, ben, les Ukrainiens ils passent, et puis ça fait comme une fuite, hein. C'est comme un mur, un trou dans un mur. Après, bah, vous pouvez traverser comme vous voulez, plutôt que d'avoir plusieurs, si on veut, murs qui composent la ligne de front. Bref, j'ai essayé de résumer vraiment en 2 minutes 30, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 40 minutes. Mais donc, c'est ce qui explique en partie pourquoi la Russie est en train de perdre du terrain, et pourquoi en fait on voit un peu cette débâcle militaire vis-à-vis de la Russie, et pourquoi aussi Poutine menace d'utiliser les armes atomiques. C'est parce qu'en fait il n'a pas vraiment d'autre choix, hein. Ils sont en train, depuis plusieurs mois maintenant, de ramener du matériel qui n'était plus utilisé depuis des dizaines d'années, comme des tanks de la guerre froide, des tanks de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et du coup, bah, ils arrivent un petit peu au bout de ce que, en termes de matériel, ils peuvent déplacer. Parce que, évidemment, voilà, l'Ukraine n'est pas en train de se battre contre l'armée russe entière, hein. Si au début de la guerre, ils disaient que l'armée russe était composée en tout et pour tout d'1 million d'hommes, et là, en plus, il y a une mobilisation partielle, donc ça peut encore augmenter les chiffres, hein. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'évidemment, la Russie, elle a le front ukrainien, mais pas seulement, hein. Elle a aussi des fronts avec la Chine, des fronts avec d'autres pays du Moyen-Orient, l'Inde, etc. Il me semble l'Inde, ça je dis peut-être des conneries, mais même le Kazakhstan, etc. Elle doit protéger ses frontières. Ses militaires ont d'autres missions que juste l'Ukraine. Donc forcément, ils ne peuvent pas juste envoyer leurs millions d'hommes en Ukraine en disant bah, c'est bon, on fait confiance à tous nos autres alliés pour ne jamais rien faire, ou tous les autres pays du monde de pas nous attaquer. Évidemment, ce sera encore plus stupide, donc évidemment, ils ne peuvent pas faire ça. Donc c'est pour ça aussi ce qui explique cette mobilisation partielle, c'est parce qu'il manque cruellement en fait d'hommes qu'ils peuvent déplacer sans prendre le risque en fait de comment dire, amaigrir leurs moyens autre part. Donc ça c'est une très brève explication évidemment. Il y a beaucoup plus de détails, il y a 1 milliard d'articles qui en parlent sur internet, donc je vous invite évidemment à aller les consulter. Moi évidemment, voilà, c'est par Little Think Tank en partie, et aussi Coup Sûr, hein, maintenant qui a changé de nom et qui a mis son prénom, mais c'est @Coup Sûr, je peux vous le montrer d'ailleurs. Sur lesquels principalement, on va dire, je me base pour les informations en direct, et qui me semble, voilà, Benjamin Pittet, je vous le montre ici. Coup sûr, qui permettent pour moi, je trouve, d'avoir des informations plutôt objectives sur ce qui se passe sur le terrain, et du coup qui permettent aussi justement d'avoir un peu plus on va dire, de neutralité par rapport aux médias mainstream qui se basent plus sur les dépêches de l'AFP par exemple, donc des journalistes sur le terrain ou quoi que ce soit qui vont faire des observations, et qui donc vont subir forcément des biais, mais aussi que ce soit parce qu'il ne faut pas croire que voilà, le problème avec la propagande, c'est que ça se distille, mais pas forcément de manière évidemment obvious, hein, donc élémentaire, de manière voilà, qu'on le voit directement. Donc eh bien, forcément, aussi, voilà, je lis aussi les journaux classiques, hein, mais c'est vrai que ils ont plus tendance, évidemment, à se baser, par exemple, sur les renseignements américains, qui sont du coup forcément biaisés, les renseignements britanniques, etc., donc les renseignements, finalement, occidentaux. Et ces renseignements, ben, forcément, ils sont occidentaux, donc forcément, ils ont des intérêts politiques derrière, etc. Donc, je trouve que ces comptes Coup Sûr et Little Think Tank permettent, en fait,
d'avoir des informations finalement beaucoup plus brutes de décoffrage et plus intéressantes. Mais du coup, j'avais mis le malaise d'annexer des territoires que tu perds le jour suivant, puisque vous savez, si vous suivez un petit peu, la Russie a annexé officiellement ces territoires, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où ça s'arrête du coup, puisqu'ils perdent du terrain. Ils ont dit ok, ces territoires ça nous appartient, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas, voilà, ils perdent des villes, ils perdent du terrain, donc on ne sait pas trop ce qui leur appartient et ce qui leur appartient pas. Voilà, eux-mêmes, ils sont prudents évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'utilise pas l'arme atomique sur un coup de tête. Et là-dessus, il y a Sailors, que je salue d'ailleurs, dans cette vidéo, qui a légitimement posé cette question. Où est-ce que tu t'informes? J'ai l'impression que la propagande occidentale t'impacte beaucoup plus que la propagande russe. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais profiter de cette vidéo, parce que du coup, bah oui, sur Twitter, je partage beaucoup d'articles, je partage beaucoup d'informations, et je donne beaucoup mon opinion dessus. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Russie, et donc de vous partager finalement un petit peu mon opinion sur la Russie, et notamment parce que je vois aussi, alors bon, c'est ça le problème, c'est que la propagande elle est dans tous les sens, à tous les niveaux, et, et notamment la propagande russe, notamment sont très 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 vénères, il y a beaucoup de bots russes qui sont actifs, que ce soit sur tous les réseaux, YouTube, Twitter et compagnie. Mais il y a aussi des gens, je remarque, qui croient réellement tout ce qui se dit, et surtout, en fait, tout ce qui se dit du côté russe, simplement parce qu'au final, ils sont anti-système, anti-OTAN, anti-Amérique, anti-je ne sais quoi d'autre, anti-vax. J'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. Et bon, ça c'était pour rire, mais ils sont en tout cas contre le système, et donc ils se disent, ah ben tiens, comme je suis contre le système, et que les Russes se battent contre notre système, bah forcément, les Russes ont raison. Et encore, je dis les Russes, mais je fais, voilà, on va dire que je vais dire les Russes un peu naïvement, mais je vais nuancer ça juste après. Mais donc en fait, voilà, je voulais justement revenir là-dessus, parce que moi ça me choque un petit peu, parce que j'ai l'impression que ces gens, en fait, priorisent le fait d'être anti-système plutôt que d'être critique. Et je m'explique. Donc, ma position, pourquoi cette vidéo en fait s'appelle Je suis pro-russe, c'est parce qu'en effet, alors désolé, voilà, il y a de l'eau qui coule parce que je viens de prendre ma douche, mais c'est pas grave. Je reviens du sport, voilà. Donc, pourquoi est-ce que cette vidéo s'appelle Je suis pro-russe? En réalité, c'est parce que, personnellement, donc je regarde beaucoup les actualités qui se passent en Ukraine, je regarde un petit peu, voilà, il y a beaucoup de vidéos qui sont partagées. Alors je ne regarde pas les vidéos les plus trash, je regarde surtout les vidéos en fait qui sont informatives. Et souvent du coup elles sont par exemple floutées quand c'est un peu trop trash et tout. Donc je veux dire, je suis loin d'être dans les... voilà, ne croyez pas que je traîne sur les sites seulement pour regarder, pour être voyeuriste finalement des drames humains. Mais ce que je remarque, c'est que forcément, sur les vidéos que je regarde, il y a des gens qui meurent. Oui, quand il y a un tank qui explose, il y a des gens à l'intérieur du tank et ils meurent. Que ce soit côté ukrainien ou que ce soit côté russe. Et en fait, moi, qu'on soit totalement franc et honnête, quand je regarde ces vidéos, il y a des gens qui se réjouissent, par exemple quand ce sont des Russes qui meurent, il y en a beaucoup. Et moi, je suis pas, voilà, je vais dire, je suis content de la manière dont ça se passe, dans le sens où je suis content pour les Ukrainiens qu'ils avancent et qu'ils récupèrent leurs terres. Je ne suis pas content qu'il y ait des Russes qui meurent, en fait. Je trouve ça terrible, je trouve ça triste, extrêmement triste, qu'il y ait comme ça des gens qu'on envoie sur le front à la mort, littéralement, pour le caprice d'un gros bébé sur son trône. Parce que, je vais pas vous mentir, mais pourquoi je dis que je suis pro-russe? Et c'est fait... Voilà, c'est fait un peu exprès, évidemment, pour vous titiller un peu, mais... C'est parce qu'en fait, moi, je trouve que... Voilà, moi, je veux que les Russes se sentent bien. Moi, je veux que les Russes qui n'aiment pas Poutine puissent fuir leur pays et venir dans les nôtres, avec plaisir. Et qu'on les accueille, entre guillemets, comme il se doit. Qu'ils puissent être heureux et qu'ils puissent vivre bien. Je rencontre des Russes sur les jeux vidéo, notamment. Si vous jouez à Valorant, parce que moi c'est là où principalement je les vois,
ben, il y a des chats vocaux et j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est normal qu'ils soient sur les serveurs européens, ça, je sais pas trop. Normalement, je crois qu'ils sont sur d'autres serveurs, mais je suppose qu'ils utilisent des VPN ou quoi pour aller sur les serveurs européens. Et parfois, il y a des Russes, et il y a toujours un espèce de malaise. Tu sens que voilà, aujourd'hui, être russe, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, évidemment, qui voient, en fait, Poutine, enfin, qui assemblent Poutine et les Russes. Et pourtant, en fait, pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Et justement, quand on parle ne fût-ce qu'un tout petit peu avec des Russes, bah voilà, hein, ça va très vite. J'avais fait même une vidéo il y a des années maintenant, il y a 3 ou 4 ans, où j'étais tombé aussi sur un Russe qui disait « Mais fuck Poutine, c'est un abruti, etc. » Et il insultait Poutine, mais sur un jeu vidéo, quoi. Parce qu'évidemment, ils peuvent pas le faire, peuvent pas le faire en Russie, sinon ils risquent la prison. Donc c'est là où moi je suis en fait, voilà, c'est pour ça que ça me choque. Ça me choque parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pro-russes juste par principe, comme ça, juste parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des rebelles, comme ça. Que du coup, voilà, c'est une manière, en fait, un peu de dire, voilà, par exemple, t'aimes pas Macron, bah t'es pro-russe, parce que, bah, du coup, eux non plus, ils aiment pas Macron. Mais non, mais c'est débile. Enfin, voilà, je suis désolé, hein, j'utilise les termes vraiment que je pense. Je suis désolé parce que c'est vrai que d'habitude, j'essaye d'être un petit peu, voilà, d'être un petit peu doux, etc. Mais je pense qu'il y a un moment donné où faut faire un petit peu face à ça, et bien se rendre compte que c'est pas ça être anti-système. Vous pouvez par exemple être contre l'OTAN et être contre Poutine. Enfin, ça existe. Ce n'est pas parce que vous êtes contre Poutine et que vous êtes contre les idées de Poutine que forcément vous êtes pour les idées occidentales. Il n'y a pas que deux types de pensée dans le monde, et forcément, vous choisissez, merde. Enfin, parce que en fait, si vous êtes pro-russe, déjà, vous êtes totalement pro-système, parce que Poutine, c'est une extension du système, de notre système, en fait. Hein. Enfin, alors, là, je vais peut-être me mettre à dos des gens, voilà, hein, je vais dire, des gens qui, parce que vous savez qu'ici, moi, j'aime bien partager, j'aime bien confronter mes idées, et je sais qu'ici, il y a des gens qui, voilà, vont plutôt, on va dire, être plus dans le système et être d'accord avec le système. Hein. Je parle vraiment du système dans le terme général, sans aucune, je veux dire, sans aucune arrière-pensée. Mais il y a des gens qui vont être plutôt pour et d'autres plutôt contre. Et je sais que sur ma chaîne, il y en a vraiment de tout type qui me suivent. Donc voilà, je veux dire, ce n'est pas, je ne dis pas ça dans le sens, ici on est dans des systèmes qui sont forcément comme Poutine, d'accord? Mais je veux dire, vraiment, Poutine, c'est l'extrême droite. Poutine est vraiment dans un extrémisme dictatorial qui est forcément l'extrémisme d'un système. Qu'il soit de gauche ou de droite, on s'en fout en fait. Hein. On s'en fout royalement. Parce que d'ailleurs, je vais dire ça un peu comme ça, mais il est... Enfin, allez, si vous êtes de droite, enfin, je veux dire, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais qu'importe en fait votre pensée politique, que vous soyez de droite ou de gauche, Poutine, c'est la chose que personne ne veut. Il faut bien avoir ça en tête. En fait, il y a vraiment pour moi le côté politique, le côté de la raison, donc le côté du débat, le côté de l'ouverture, c'est-à-dire que voilà, on est tous différents dans le monde. Il y a des gens qui vont plutôt être de droite et des gens plutôt de gauche, et ces gens doivent faire des compromis pour s'entendre, mais ils sont capables d'entendre qu'il y a des gens qui pensent différemment d'eux, qui ont des solutions qu'ils pensent justes, plus justes, et d'autres solutions dans leur tête que leurs partenaires, en fait. Et ça, en fait, voilà, ça on va dire, c'est la politique de base. Mais en fait, Poutine, il est en dehors de ça. Poutine, il n'accepte pas des gens qui pensent différemment de lui. Et pourquoi il n'accepte pas ça? Parce que ça l'arrange. Poutine est un gros égoïste, soyons clairs. Poutine est un gros égoïste qui ne pense qu'à sa gueule, vraiment, et qui ne croyait pas... Voilà, je pense que lisez les arguments de Poutine avec du recul, je vous en supplie. Je vous en supplie. Il change d'argument chaque mois. Chaque mois qui passe, il change son histoire, il change ce qu'il présente. Alors je veux bien qu'il y ait de la propagande occidentale, hein, on va pas faire les naïfs, on va pas faire genre l'Occident c'est des gentils, voilà. C'est même pas du tout ce que je défends, hein. Moi voilà, le système américain, je trouve qu'il est vraiment pas bon. Par exemple, rien que le système de santé américain, voilà, vous le savez, je le répète à chaque vidéo, mais vous le savez que moi,
Je suis plutôt de tendance de gauche, donc je vous dis, le système américain, merci mais non merci. Hein. Mais ça m'empêche pas de penser que sur ce coup, Poutine, il est complètement en tort. Hein. Vous voyez? Et ça me fait pas de moi un pro-américain ou un pro... voilà. Zelensky, par exemple. Moi, je salue, franchement, très franchement, hein, voilà. Je crois que dans une... non, c'est peut-être pas dans une vidéo, j'en parlais avec des gens. Mais donc, il y a le respect des personnes et des politiques. Hein. Donc, quand on respecte quelqu'un, par exemple, pour ses idéaux ou d'autres choses, hein, ça peut être sur plein de points différents, pour l'humain qu'il est, pour la manière dont il gère les choses, hein, ça fait, en fait, et c'est ça que je trouve qui est beau dans l'humanité, c'est qu'en fait, on peut respecter quelqu'un, mais qui a des idées totalement différentes des nôtres. Donc, par exemple, moi, je peux totalement respecter Zelensky pour son courage et son abnégation. Oui, c'est pas facile, même si vous êtes Premier ministre, même si c'est votre pays, il faut pas croire, c'est pas facile de rester dans son pays pour le protéger, pour le diriger, on va dire plutôt, pour continuer à le diriger dans ces conditions, pour rester dans son pays alors qu'on est en guerre, c'est pas facile. C'est très très loin d'être facile, il faut pas croire. Et ça, je respecte chez Zelensky. Mais ça ne fait pas de moi, tout à coup, quelqu'un de complètement débile qui va dire « Oui, oui, monsieur Zelensky a tout ». Ça veut pas dire que j'ai les mêmes idées, les mêmes opinions politiques sur tout avec monsieur Zelensky. Ça ne veut pas dire que tout à coup, si après l'Ukraine, elle entre dans l'Union Européenne, il va pouvoir dire tout ce qu'il veut et je serai forcément d'accord. Non, non, non et non. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est que, en fait, voilà, le respect que j'ai pour Zelensky, c'est parce que quand on étudie un petit peu l'histoire, on se rend compte que oui... en fait, quand on est dirigeant, on a plutôt tendance à fuir quand son pays est envahi parce qu'on veut, même si on veut garder un pouvoir sur son pays, on préfère le faire à distance. C'est normal aussi, enfin je veux dire, c'est une logique comme une autre. C'est-à-dire qu'on se dit, plutôt que de risquer de perdre les dirigeants, on va les mettre en sécurité pour qu'ils puissent toujours diriger, mais voilà, en sécurité, qu'ils puissent réfléchir posément, etc. Zelensky, il a fait un autre choix qui est très courageux et qui, je pense, a été déterminant pour les Ukrainiens. Donc, pour notamment la motivation ukrainienne, qui a empêché les Ukrainiens de peut-être complètement paniquer et de perdre, notamment l'armée ukrainienne, de perdre tous ses moyens. Donc ça, c'est bravo. Mais maintenant, voilà, Zelensky, c'est plutôt un homme politique de droite. Et moi, voilà, je vais pas mentir. Alors, je crois qu'il est de droite progressiste. C'est un espèce de, si je dis pas de conneries, c'est un espèce de Trudeau, hein, en Ukraine. Et faut pas oublier aussi qu'avant la guerre, il était crédité à 30% hein, dans les sondages, donc il était en train de perdre les élections. Mais ça n'empêche pas que là, pour le moment, on peut pas enlever que c'est l'homme de la situation et qu'il dirige bien la guerre. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément celui qui dirigera bien son pays par après. Ça ne veut pas dire que forcément il sera bon politicien après. Ça veut juste dire que là, maintenant, on peut admettre qu'il a certaines qualités dans la guerre. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on en fait de Poutine ? Bah Poutine, je suis désolé, moi j'ai beaucoup de respect pour le peuple russe. Je trouve que c'est hyper courageux, ces personnes qui vont manifester dans les rues en Russie. J'ai beaucoup de respect par exemple pour ces Russes-là, qui ne se laissent pas faire, et qui osent le dire haut et fort alors qu'ils risquent la prison. Et on sait qu'en Russie, la prison, ça peut signifier la mort. Donc c'est des gens qui sont courageux. Je respecte aussi évidemment les militaires russes qui désertent ou qui ne veulent pas de ces guerres, qui ne se battent pas ou qui essayent à leur niveau hein, de ne pas se battre. Je pense que tout le monde à son niveau peut agir hein, et je pense qu'il y a des militaires russes hein, qui le font et qui ne sont pas là pour tuer des gens gratuitement. Alors oui, il y en a. Il y a des monstres, parce que Poutine est un monstre, et donc forcément, il a mis des monstres dans l'armée, parce que ça l'arrange bien. Vous imaginez bien qu'on n'est pas un connard sans être entouré de connards. Donc voilà, c'est pour ça que Poutine, d'ailleurs, est très isolé en ce moment dans son... Voilà, je veux dire, dans son palace, entre guillemets, enfin, je sais pas où il habite, mais dans son gouvernement. C'est parce que, forcément, il sait très bien qu'il est entouré de loups, parce que lui-même est un loup. Et par contre, je n'ai effectivement aucun respect pour Vladimir Poutine, parce que je pense que ce n'est pas un homme qui mérite du respect. Je pense que c'est un homme extrêmement égoïste. Je pense que c'est un homme qui s'en fout, en fait, des autres. Je pense que, au mieux, il n'a pas conscience de ce qu'il fait,
il voit ça comme un jeu, il voit ça de loin, et bon, de toute façon, ça le concerne pas, hein, finalement, quand il envoie des mecs à la guerre. Bah, c'est pas lui hein, qui va en souffrir. Quand il y a les sanctions économiques, c'est pas lui qui souffre. Lui, il s'en fout. Hein. C'est les gens, en fait. Hein. C'est sa population qui va souffrir. Et donc, c'est pour ça, parce que je pense que, en fait, derrière cette guerre se pose une question, je pense, hein. Je vais d'ailleurs terminer par ça. Je pense qu'en fait, cette guerre pose une question, et une question vraiment importante. Je vais même dire de manière générale pour l'humanité. C'est à quel point est-ce qu'on peut accepter des dictateurs? À quel point est-ce que les dictateurs, en fait, sont un danger pour le monde? Et quand je dis dictateur, je parle pas que de Poutine, évidemment. Je parle de ceux qui sont, voilà, je vais dire, qui sont de manière logique des dictateurs, qui sont, voilà, c'est de manière visible des dictateurs. Donc, Kim Jong-un, par exemple. Xi Jinping, je crois qu'il s'appelle comme ça, le président, le soi-disant président chinois. L'autre, c'était évidemment le président nord-coréen. Et il y en a plein d'autres hein, qu'on pourrait citer, évidemment. Mais je pense aussi à ces dictateurs hein, qui se cachent parmi les démocraties. Que ce soit des gens qui veulent s'accaparer le pouvoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit des gens qui s'estiment plus intelligents que les autres et qui donc vont pouvoir plutôt penser devenir des despotes éclairés ou des choses comme ça, des gens qui se prennent pour des rois, des gens qui... Voilà. Je pense que... Voilà, je parle vraiment dans un terme général, ceux qui pensent en fait que... Je pense que Poutine en fait est la preuve que les dictateurs sont des personnes profondément égoïstes avant tout et que non, elles ne font pas ça pour leur population. Il y a eu par le passé des rois qui étaient des despotes éclairés, donc qui effectivement se sacrifiaient pour la population, avaient cette conscience. Mais ils étaient extrêmement rares, déjà. Et ensuite, voilà, c'est pas forcément... Ils n'ont pas forcément réussi, parce que c'est très difficile, parfois, de prendre des décisions. On reste des êtres humains. Et un être humain seul ne peut pas avoir conscience de ce que tous les êtres humains vivent. Et c'est bien pour ça que la démocratie a un avantage par rapport aux dictateurs. C'est qu'au moins, dans une démocratie, on écoute tout le monde. Même si on prend des décisions qui ne plairont pas à tout le monde, on écoute tout le monde. Et puis ensuite, on prend une décision. Ce qui fait que ça force aussi parfois les compromis. Et que du coup, on se sent quand même... On va faire un peu plus attention à ceux qui nous entourent que dans une dictature où, même si vous êtes un despote éclairé, ben, comment voulez-vous ? Comment voulez-vous, par exemple, si vous n'avez jamais vécu la pauvreté, essayer de combattre la pauvreté ? Si vous ne la comprenez pas, si vous ne savez pas comment ces gens vivent, si vous ne savez pas pourquoi ces gens sont pauvres. Forcément, ça va être beaucoup plus difficile que si, par exemple, vous êtes quelqu'un de pauvre qui est arrivé au pouvoir. Mais quelqu'un de pauvre, est-ce qu'il sait comment on s'occupe des gens qui sont plus riches ? Comment est-ce que on peut finalement remercier les gens qui travaillent bien, etc. Ça, au moins, la démocratie a une réponse. Et cette réponse, elle est dans la discussion et l'échange. Et Vladimir Poutine est le total opposé de ça. Donc pour terminer, j'avais dit que c'était sur cette question. Est-ce que les dictateurs ont encore leur place au XXIe siècle dans le monde ? Ou bien est-ce que c'est un danger finalement pour l'humanité ? Et pourquoi est-ce que je suis pro-russe ? Ben, simplement parce que si je dois être contre quelque chose, c'est contre Poutine. Je suis anti-Poutine, totalement. Anti-poutiniste, anti tout ce que vous voulez autour de Poutine. Mais par contre, oui, j'espère que le peuple russe va pouvoir s'affranchir de cet homme qui est un monstre, qui est une horreur, et que la population russe va pouvoir se remettre de tout ça, et ne va pas se retrouver à cause de cet homme au fin fond du monde, abandonné et peut-être même détesté. J'espère vraiment que cette population va réussir à s'en sortir. Le monde est trouble aujourd'hui pour toutes les populations. Et j'espère que voilà, la population russe, finalement, sera un peu la preuve aux yeux du monde que c'est pas parce que vous avez eu des dirigeants qui sont des gros connards que pour autant, eh bien, ça se termine mal. Voilà. Ceci clôt mon opinion sur la Russie. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez intéressante. Surtout, n'hésitez pas à donner votre opinion aussi, à la partager en commentaire. Courage aux Ukrainiens évidemment. Courage aux Russes qui se battent contre Poutine.
Et courage, en fait, même je crois à tout le monde, parce qu'on en a tous besoin. Et puis sinon, bah, on se retrouve bientôt pour d'autres actualités hein, sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets que j'aimerais traiter, mais c'est un peu compliqué parce que, comme je vous le dis, je trouve pas vraiment d'articles, enfin, je trouve pas vraiment l'occasion. Et il y a plusieurs fois où j'aimerais parler comme ça de sujets plus généraux, mais je sais pas trop comment le faire. Bref, on reviendra. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, merci d'avoir regardé. À bientôt.